est encore temps de prendre place. On va commencer avec ce troisième temps de l'après-midi. Donc cette table ronde qui va nous emmener jusqu'à 15h45, 15h50 peut-être, selon le niveau de questions que vous aurez, dans la mesure où la dernière et quatrième table ronde débutera à 16h. Cette deuxième table ronde, qui est donc intitulée « Pour une économie au service de la vie », qui est organisée par le C3D, aujourd'hui représentée par Fabrice Bonifay, qui en est le président. On a également installé Anna Balèze, fondatrice et CEO de Lisée, Éléonore Blondeau, qui est experte industrie circulaire, Morgane Longo, qui est cofondatrice de Libellou. Eh bien, c'est à vous. Merci. Merci, bonjour à tous. Vous avez de la chance de participer à cette conférence. C'est vers une économie au service de la vie, c'est quand même l'essentiel, on est d'accord. What else? Et donc je me présente, Fabrice Bonifay, je suis président du Collège des directeurs développement durable, le C3D, 420 entreprises à jour de cotisation, engagées pour une transition juste et équitable, basée sur des nouveaux modèles économiques à visée régénérative. Et on va parler avec trois merveilleuses speakers et de ces nouveaux modèles et comment on s'y prend concrètement pour les implémenter dans les organisations. Alors, on va aller droit au but, vu qu'on a peu de temps. Et on pourra laisser un petit peu de place aux questions en fin de table ronde. Alors, comme on a fait déjà les présentations, merci, ça va être plus vite, plus rapide. Donc, Éléonore, on va commencer par toi. On s'est dit, quand on a préparé la table ronde, qu'on aurait dans la salle des gens qui sont quand même à peu près éduqués sur ces sujets de circularité et de nouveaux modèles. Et donc, on pouvait se permettre de monter le curseur sur les concepts et donner les compléments qui sont indispensables pour accélérer la mise en place de ces nouveaux modèles. Mais malgré tout, est-ce que tu pourrais, Éléonore, nous redonner un petit peu la définition de qu'est-ce qu'on entend par nouveau modèle et tout de suite, d'entrée de jeu, quels sont les freins qui subsistent? Voilà, parce que tu m'as demandé de t'interroger là-dessus. Pourquoi ça ne va pas plus vite? Pourquoi ça ne s'impose pas comme une évidence alors que finalement, on n'a pas le choix, compte tenu du fait que la planète est ronde, a priori, et que les ressources sont en quantité limitée, notamment les ressources minérales, et qu'on consomme 106 milliards, j'ai révisé, 106 milliards de tonnes de matières premières tous les ans, et qu'il y en a un peu moins de 7% qui revient dans le circuit industriel après une première vie. Autant dire que tout le reste est gaspillé et qu'on ne pourra pas continuer longtemps comme ça. Alors, est-ce que tu peux nous donner les enjeux et les freins systémiques, les freins qui subsistent et qu'il faudrait pouvoir lever en 4 minutes? Top chrono. Je pense qu'il y a plusieurs définitions de ce que sont les nouveaux modèles et je pense qu'il n'y a pas un bon nouveau modèle. Il y a une multiplicité de ces nouveaux modèles à déployer. En tout cas, mon approche est de proposer en tout cas des modèles qui soient viables économiquement, faisables opérationnellement et durables écologiquement, et de toujours avoir ce triptyque en tête lorsqu'on préconise des modèles, et aussi évidemment qu'ils soient duplicables et réplicables lorsque c'est nécessaire. Ce n'est pas toujours nécessaire de créer des licornes ou etc. Parfois, des échelles plus locales sont tout à fait suffisantes. Et on a eu d'ailleurs tendance à vouloir toujours faire du grand, du géant, mais parfois, en fait, des solutions plus simples à l'échelle du territoire répondent aux besoins. Et en fait, c'est surtout à ça dont on a besoin, c'est de répondre aux besoins. En tout cas, c'est ma proposition. Sur les freins, en tout cas, pour accompagner la transformation vers plus de circularité des organisations, soit, et c'est intéressant de voir pourquoi les gens me contactent, c'est soit pour se diversifier dans une logique de développement économique et de nouveaux marchés, soit c'est pour des obligations réglementaires qui leur incombent et donc il y a une nécessité. Ça, c'est aussi pour des enjeux d'effectivement de difficulté à continuer à opérer le modèle tel que as usual, parce qu'ils n'arrivent plus à avoir les coûts des matières premières ou les approvisionnements au prix où ils les avaient ou au volume où ils les avaient. Et donc, en fait, ils n'arrivent plus à faire leur business, quoi. Et donc, ils sont contraints. Donc, ça, c'est une opportunité, ça, c'est une contrainte matérielle, physique ou réglementaire qui engendre une volonté de changer. Et dans
les freins au sein de l'organisation, je pense qu'il y a déjà une première étape qui est la taille de l'organisation qui peut être un frein. C'est pas forcément les plus grosses, c'est plus compliqué, etc. Mais la taille peut jouer. Le deuxième, c'est par qui est portée la volonté de transformation et ce que ça peut engendrer en termes évidemment d'investissement financier, mais aussi de compétences à intégrer, à faire évoluer pour réussir. Et en fait, je trouve que c'est là aussi la chance qu'on a en France, et malheureusement, on ne le reconnaît pas assez, de notre réseau de PME et ETI françaises qui ont énormément de moyens fonciers, industriels, techniques en termes de ressources humaines et qui ont tout à fait tout ce dont on a besoin pour réussir cette transition. Donc les freins, ce sont ceux-là. Et évidemment, et malheureusement, il y a aussi tout un cadre institutionnel, comptable, financier, réglementaire, assurantiel, fiduciaire, et j'en passe, qualité. En fait, finalement, le cadre qu'on avait jusqu'à présent doit être revu pour permettre de déployer maintenant à grande échelle, parce que ces nouveaux modèles existent déjà. Et dans certains cas, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais maintenant, c'est comment on en fait le grand modèle principal. Encore une fois, ce ne sera pas le seul. Eh bien, il faut lever tous ces verrous qu'on pourra détailler, je pense, peut-être un plus tard. Eh ben, dès maintenant, Anna. Donc, ce qu'on a vu, c'est bon. On a vu l'approche macro. Et quand on a répété, là, tu me dis, voilà, il y a quand même des déclencheurs, des déclencheurs pour y arriver. Et donc, on a hâte de. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Connaître ces déclencheurs. Et tu me disais que c'est possible d'associer du linéaire avec du réemploi, Oui. qui permet de mettre le pied à l'étrier. Alors, quels sont ces déclencheurs et comment on démarre alors qu'on est encore linéaire? C'est ça. Donc, nous, on travaille principalement avec des grandes entreprises fabricantes ou distributeurs de produits qui sont sur des systèmes linéaires. On fabrique, on vend. Et on laisse le soin de jeter à notre acheteur le modèle que tout le monde connaît. Et comme j'ai été inspirée par le titre de cette conférence, Merci. je vais vous donner la vraie réponse à cette question. Le vrai déclencheur, c'est la joie. Et j'aimerais bien qu'on prenne ça comme quelque chose de non spirituel, ou comme vous voulez. Mais quand je discute avec le responsable réutilisation de Groupe Atlantique, il a le sourire pendant 1 heure quand il me parle. Il a envie de se mettre en relation, de me mettre en relation avec d'autres personnes qui parlent des mêmes sujets. Il a envie de construire. Il dit « Ah, mais viens, on va venir visiter, puis je vais t'aider, etc. » Et donc, quand on crée ce genre de relation avec un metteur sur le marché, un fabricant, un distributeur, je pense qu'après, ce n'est plus que de la technicité. Et ici, on est tous très techniques. On sait que ça devient des problèmes d'ingénieurs. Et donc, à partir de là, il n'y a plus de problème. Mais le sujet, pour moi, le déclencheur est la joie et également, malheureusement, la peur. Mais ça, c'est un autre débat, parce que je préfère la joie. Je ne m'attendais pas à cette réponse, mais c'est pas mal, c'est mal. Alors, pour rester dans la joie, moi, j'ai une belle rencontre. Je suis tombé complètement fan de Li Menlou, que je ne connaissais pas bien. J'avais entendu parler, mais j'ai la chance de maintenant rencontrer la créatrice. Alors, Li Menlou, j'espère que vous connaissez, parce que c'est vraiment trop bien. Mais elle va quand même représenter rapidos la structure, parce que c'est pas si vieux que ça, finalement. Et je me dis, compte tenu de l'histoire de cette jeune entreprise, d'où tu viens, et tout ce que tu as fait en très très peu de temps, je me dis, mais pourquoi on fait ça? On fait pas ça dans tous les domaines, quoi. Donc, raconte-nous un petit peu de Li Menlou, la structure, et qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'il y a un lien avec ce que vient de dire Anna, hein, la joie. Moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Nous, on parle aux enfants. Et en fait, un enfant possédé, il s'en fiche complètement. C'est nous, notre industrie, nos codes, qui transforment l'enfant en un adulte qui veut avoir. L'enfant, ce qu'il veut, c'est manipuler, apprendre, jouer, grandir. Et c'est de là qu'est partie l'envie de créer Libellou.
Moi, en tant que maman, donc je suis maman de 2 enfants, je voulais tout simplement proposer des jeux à mes enfants qui soient adaptés à leur âge et à leur stade de développement, le bon jeu au bon moment. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont des enfants, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les jouets que vous avez que vous avez offerts à Noël, en règle générale, ils sont déjà plus utilisés. Donc là, c'est de l'argent mis en l'air, ça dort déjà dans un placard. 17 jouets vendus par minute en France, donc on imagine la quantité de jouets. Et la conséquence de cela, c'est 100 000 tonnes de déchets de jouets chaque année, donc un grand champ, 400 Airbus posés dessus, c'est la quantité de jouets qu'on jette chaque année en France. Alors que l'enfant, lui, demande qu'une chose. Je veux manipuler, grandir, apprendre. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'après un parcours en tant que nutritionniste en milieu hospitalier pédiatrique, j'ai décidé de créer Libellou, qui est donc un service d'abonnement qui permet aux familles et aux professionnels de l'enfance d'avoir un catalogue de jouets et d'échanger les jeux en fonction du moment de développement de l'enfant et d'accompagner vraiment le produit comme par rapport à son usage et non pas par rapport à sa possession. C'est pas génial, ça, franchement, hein? Non, bravo, bravo, je dis bravo. Super bien. Alors, ben, justement, une fois qu'on a eu cette idée géniale, avec Éléonore, on s'est posé la question, il y a la composante front office et back office. Donc, front office, c'est comment on arrive à intéresser le client à cette nouvelle façon d'acheter, non plus un produit, mais le service du produit, parce qu'il n'y a que ça qui compte finalement. Et mais d'accord, mais une fois qu'on a fait ça, c'est plus la même relation au produit, parce que le produit il va avoir plusieurs vies. Donc il va falloir le récupérer, le traiter, le nettoyer. Il y a des problèmes d'assurance, hein. Donc ça complexifie un peu, parce que l'économie linéaire, c'est l'économie des feignants en fait, hein. Je extrais, je fabrique, j'utilise, je jette. Ça, c'est l'économie des losers. Donc l'économie de ceux qui veulent vraiment sauver le monde, c'est un peu plus complexe. Donc raconte-nous le sujet du front office, capter l'attention. Et qu'est-ce qui se passe sous le canard, là, que ça pédale pas mal, hein, le canard, quand il va sur l'eau, on ne voit pas que ça pédale dessous, là, mais c'est un peu ça, en fait, l'économie circulaire. Alors, raconte-nous comment ça pédale. Ça, c'est pour que les gens se souviennent, hein. Voilà. On est tous canards. Non, mais avant de te répondre, je vais juste ajouter, parce que tout à l'heure, tu m'as demandé sur les freins, mais il y a aussi des leviers, et je veux quand même les mentionner. Donc, de façon très macro, bon, moi, je parle même plus d'écologie, parce que ça me paraît tellement évident. Aujourd'hui, pour moi, de passer sur l'ensemble des leviers de la circularité, et donc avant tout, réduire, réemployer, réutiliser, reconditionner, remanufacturer, c'est surtout un enjeu stratégique. En fait, si vous voulez que votre boîte elle soit là dans 10 ans, pour pérenniser vos approvisionnements, pour sécuriser vos business models, pour être indépendant des fluctuations géopolitiques, énergétiques et diverses et variées. Moi, j'ai un fonds qui m'avait sollicité pour que je les aide dans leur deal flow, et ils voulaient investir dans le recyclage. Et je lui ai dit, je ferais pas trop ça, hein, parce que en fait, le recyclage, aujourd'hui, on a déjà quand même une capacité importante de recyclage installée, et le recyclage il dépend d'un flux amont. Donc, si ce flux un jour se tarit, vous vous retrouvez avec une infrastructure qui n'a plus rien à manger. Alors que si vous investissez dans le réemploi, en fait, on crée du recurring dans les modèles économiques, et en fait, c'est infini. On ne dépend pas de matières premières vierges au départ. Donc, voilà, c'était ma petite préco. Et donc, dans les leviers, c'est vraiment pour moi une stratégie d'entreprise. Donc ensuite, si on rentre dans les bonnes pratiques pour mettre en place ce changement, moi, j'accompagne les entreprises de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Et ce que je constate qui marche bien, c'est quand une PME, une ETI va s'appuyer sur un ex-start-upper, ou en tout cas quelqu'un qui a peut-être la vision nativement de cette nouvelle économie, pour accompagner cette transformation, mais pas en disant apprends-nous à travailler, parce que la boîte qui était là, elle est quand même peut-être là déjà depuis 30 ans, en disant nous, on a identifié notre capital technique, humain, financier, etc. C'est ça. Comment on peut réussir maintenant à le mettre au service de cette nouvelle économie? Et donc, de réussir à prendre le meilleur des deux mondes au service d'eux. Et ça demande beaucoup d'accompagnement au changement
d'abord en interne avant de communiquer en externe. Il y en a qui se précipitent un peu dans la communication externe, alors que je passe en fait beaucoup de temps à former d'abord peut-être les dirigeants qui peut-être ne connaissent pas les notions. Ensuite, alors évidemment, démocratiser aussi les perspectives positives, économiques et stratégiques que ça peut apporter. Et après, à former en interne des opérations au COMEX, les équipes, et à créer aussi un imaginaire collectif, un message pour expliquer pourquoi l'entreprise décide de faire ce move et qu'est-ce que chacun individuellement dans son quotidien, dans son métier, ça va avoir comme impact, mais après aussi derrière dans la proposition client. Donc ensuite, une fois qu'on a décidé de passer en mouvement, je vais prendre un exemple que j'ai vu sur un event il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a un blueprint back-office, front-office que vous pouvez retrouver en ligne, que je trouve assez intéressant, alors qui est peut-être un peu compliqué à aborder aux premiers abords, mais il y a des simplifications qui existent. Mais si vous voulez, vous êtes producteur de ski, vous voulez voir comment devenir un producteur de ski circulaire, sans parler de l'enjeu qu'il n'y a peut-être plus de neige demain, mais vous, au lieu de extraire de la matière première vierge, transformer un produit, vendre un produit et le voir être jeté, potentiellement même pas recyclé, vous voulez passer au ski circulaire. Quelles sont les étapes en amont, pendant et en aval de l'expérience client que ça va avoir comme impact, et quels sont, en face de chacune de ces étapes, les impacts en interne sur les process. Donc, par exemple, en amont, vous avez essayé de conseiller le ski le plus approprié aux besoins du consommateur, puisqu'aujourd'hui, quasiment tous les consommateurs ont des skis olympiques. Mais est-ce que vous êtes tous champions olympiques de ski? Je ne crois pas. Donc, peut-être revenir à des skis qui sont peut-être moins techniques, mais tout autant adapté aux besoins de l'utilisateur. Donc, vous allez peut-être faire remplir un formulaire avec une application mobile à votre consommateur. Mais si vous faites ça, donc ça a un impact conso sur l'expérience conso, mais derrière, quel est l'impact en interne que ça peut avoir chez vous? Et par exemple, du coup, vous allez devoir créer un arbre décisionnel pour attribuer les bons modèles de ski en fonction des réponses du client. Et donc, derrière de cet arbre-là, ça va envoyer une commande fournisseur dans vos entrepôts, etc. Et donc, cet outil, le blueprint front office, back office, il est hyper intéressant pour mettre à plat les impacts pour vos consommateurs, que ce soit des B2C ou B2B, et vos impacts back office chez vous, et pour accompagner la transfo. Donc ça, c'est moi, j'accompagne sur la méthodologie, mais il existe des outils ERP, CRM ou comment tu les nommes, le petit acronyme que RMS qui ont été développés maintenant spécifiquement et adaptés pour gérer derrière les retours produits, les reconditionnements, la traça. Et donc là, je passe la parole et je me permets à Anna, parce que maintenant, il y a aussi des solutions logicielles qui viennent s'incrémenter sur vos logiciels existants. On ne va pas non plus réinventer la roue, mais pour gérer finalement cette nouvelle façon de commercialiser, mais aussi en interne de travailler. Vas-y, vas-y. Oui, exactement. Et c'est vrai, bon, je t'avais demandé de me poser une question, mais je vais y répondre quand même. Donc aujourd'hui, avec qui est-ce qu'il faut discuter? En tout cas, moi, j'ai vraiment l'expérience de travailler avec des grands groupes. Et à l'intérieur de ces grands groupes, Christian nous en parlera très bien, il faut parler avec la compta. Je vous laisse faire ça avec Christian, mais il faut parler au marketing, c'est une autre question. Et il faut parler avec les logisticiens. Et c'est là que nous, on intervient parce qu'on a souvent ce retour de boomerang qui dit « oui, on ne va pas faire d'économie de fonctionnalité parce que la logistique est trop compliquée ». Je l'ai entendu 3 millions de fois, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Alors, la preuve en est que non. La preuve en est que non. Et toi, tu as vu plein d'exemples que non. Et notamment, alors, en effet, la brique ERP est importante. Elle évolue beaucoup avec l'IA. C'est un casse-tête absolument génial pour les gens comme nous parce que on arrive vraiment à mettre des fonctionnalités qui sont testées sur le terrain
et qui sont vraiment utiles dans l'économie de fonctionnalité. Mais en effet, il y a énormément de boîtes, pas seulement nous, mais qui travaillent sur des outils, sur des process, dans des entrepôts. Enfin, Christian, tu as été aussi précurseur sur cette traçabilité des produits pour faire sortir et pour faire revenir, contrôler la qualité, le réparer éventuellement, estimer le ROI en fonction du type de pièce, est-ce que ça vaut la peine ou pas de réparer le produit, le restocker et le refaire utiliser le plus vite possible. Tout ça aujourd'hui est très bien connu par un certain nombre d'acteurs, évidemment, dont nous. Et pour moi, ce n'est plus un frein. Donc je te rejoins, Léonore, c'est un levier. Et maintenant, on passe à l'échelle. Voilà. Alors, les principaux facilitateurs, les logisticiens, c'est ça? Et les vecteurs du digital. Le digital. Voilà, l'espèce de passeport numérique du produit. D'ailleurs, je crois qu'il y a GS1 qui est un des exposants ici qui fait ça. Voilà. Morgane, une question qui me brûle les lèvres. Il y a dans l'économie linéaire, classique, écocide, prédatrice, l'économie de la mort. On parle d'expérience client, l'effet waouh, tu sais, quand on ouvre la boîte, qu'on est propriétaire d'un truc dont on va se servir pendant quelques minutes, et l'effet waouh va vite disparaître. Est-ce que tu peux nous parler de l'expérience d'usage, l'expérience de tes clients finalement qui n'achètent pas le produit, qui achètent l'usage, parce qu'ils savent le caractère éphémère de l'utilisation. Comment tu génères cette expérience d'usage avec tes clients utilisateurs, s'il te plaît? Alors, ça se manifeste pas forcément comme ça parce qu'on est déjà beaucoup dans l'usage sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, plus personne n'achète de DVD, mais regarde Netflix. Donc je crois que nos clients, ils sont pas du tout là-dedans, en fait. Ils sont pas dans l'usage ou pas dans l'usage. Ils veulent juste avoir des jeux pour leurs enfants. C'est simple. Après, je pense que, un point qui est intéressant à souligner, c'est, encore une fois, le titre de la conférence, c'est une économie au service de la vie. Dans la vie, il y a quoi? Il y a la coopération, le fait de travailler en village. Et moi, je crois beaucoup sur le déploiement de ce modèle, sur le fait de travailler ensemble et de faire basculer une filière toute seule. Entière. Le sujet, par exemple, de Libellou, je pense que nos facteurs clés de réussite, ce n'est pas Morgane qui monte son entreprise de location de jouets. C'est vraiment notre capacité, tous ensemble, à avoir un objectif commun, c'est de se dire l'économie linéaire n'est plus la bonne pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Ensemble, on va regarder qu'est-ce qu'on peut s'apporter pour faire émerger cette nouvelle économie. Et ensemble, c'est le bénéficiaire, pour nous, c'est l'enfant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il vient chercher, d'avoir les bons jeux. C'est le parent, c'est le message, c'est la communication. C'est le fabricant de jouets. Aujourd'hui, nous, on a des collaborations avec les fabricants de jouets, avec qui on partage la valeur, c'est-à-dire que nous ne sommes pas propriétaires du stock, ce sont nos fabricants de jouets qui gardent la propriété de leur stock, avec notre promesse qui est, si vous mettez un jeu en location chez Libellou, il vous rapportera 3 à 4 fois plus de marge que si vous l'aviez vendu une fois. Et là, on parle au financier, au DAF. Et là, tout de suite, ça change un petit peu. Mais c'est également le distributeur, c'est de dire, mais attendez, vous vendez des choses et à chaque fois, vous allez rechercher un client. On ne pourrait pas trouver un système de récurrence. Donc c'est vraiment, je crois vraiment en la capacité à, comme dans la vie, s'unir pour réussir. Donc la clé, c'est on n'est pas tout seul, on coopère. Ça va au-delà de la collaboration, on coopère. Une grande différence. Et donc c'est toute une chaîne. C'est plus une chaîne de valeur, c'est une chaîne de coopérateurs en vue de limiter les impacts tout en maximisant le plaisir d'utiliser. Oui, et c'est exactement ça. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de sujets. C'est vrai que tout à l'heure, on expliquait rapidement que je louais des jouets. Je dis souvent que la facilité de ce que l'on fait s'arrête à la fin de cette phrase. Je pense que vous avez tous compris ce que je fais. Par contre, là, vous l'entendez déjà plus, mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la logistique. Nous, on a une chaîne de réemploi en centre de la France, à Vierzon. Avec les nettoyages. Avec les nettoyages, avec du travail avec des ESS sur notamment nos salariés en réinsertion. On a également une partie de technologie. Alors Anna le propose également, et nous, on a développé des briques techno qui nous permettent de suivre chacun de nos produits au numéro unique. On a développé là actuellement, pour aller dans le service client, la possibilité d'avoir des recommandations des bons jeux au bon moment, parce que c'est de l'économie servicielle. Donc il faut... C'est quoi le top 2, le top 5 là ? Alors le top 1, c'est un petit culbuto, comme quoi, back to basic, un petit culbuto en forme de pingouin.
En forme de pingouin? Voilà. Je crois qu'il est venu hier d'ailleurs inaugurer le salon. Non, c'est pas lui, je me suis trompé. Merde. Et donc je disais, on travaille donc sur la tech également, on travaille sur la collaboration et également, il y a eu un sujet ce matin qui était hyper intéressant, c'est la désirabilité, c'est les nouveaux récits et ça se voit pas dans un compte d'exploitation, hein, mais la partie communication, réflexion des messages qui embarquent le consommateur, parce que c'est ça, c'est proposer de nouveaux récits, c'est ce qu'on fait avec la coalition des nouveaux riches, notamment avec le Blablacar, Home Exchange, Poppins. C'est voilà, comment on crée des nouveaux récits autour de ce mode de consommation. Ah, c'est tellement bien. J'avais dit que c'était bien, hein. Alors maintenant, on dit que c'est au service de la vie, mais pourquoi c'est au service de la vie? Pourquoi cette nouvelle économie, elle va être moins prédatrice et donc au service de la vie? Mais concrètement, pourquoi? Est-ce qu'on va consommer moins de matière? On va moins extraire? Explique-nous un peu ta vision des choses là-dessus. Oui, je te remercie pour cette question, mais comme je l'avais un petit peu présenté en intro, je vais sauter à la suivante Oui. directement parce que ça fait écho à ce que vient de dire Morgane. Et en fait, donc l'économie de l'usage, donc vous avez bien compris que Morgane, finalement, elle est une plateforme entre l'actif qui est la peluche et le consommateur qui est l'utilisateur et non pas le consommateur finalement. Ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, vu qu'elle reverse de la valeur au fabricant de la peluche, le fabricant, il a tout intérêt à ce que la peluche dure le plus longtemps possible. Et donc, c'est là où il y a un réel partenariat entre Libellou et le fabricant de peluche, puisque Libellou, elle va avoir de la data sur comment s'abîme et où s'abîme la peluche, qu'elle va pouvoir remonter au fabricant. Et le fabricant, finalement, lui, a tout intérêt à ce que sa peluche dure le plus longtemps possible pour qu'il y ait le moins d'opérations de réparation, reconditionnement, remanufacturing derrière. Et plus la peluche est réemployée, plus sa marge brute augmente. Et donc ça, c'est clairement ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Et donc, je vais détailler justement tous les sujets comptables, bancaires et financiers sur lesquels on travaille en ce moment avec plusieurs personnes qui sont dans la salle aujourd'hui et d'autres encore. En fait, aujourd'hui, finalement, le fabricant, l'industriel, il a un parc d'actifs qui sont chacun de ces produits, et que ce soit des produits, encore une fois, B2C ou B2B, hein, peu importe, ça peut être des infras de prod. Et donc, finalement, plus il aura éco-conçu au départ des produits qui sont réparables, réemployables, réutilisables et durables dans le temps, donc qui auront peut-être effectivement, lors de la première production, un coût supérieur de production, mais comme il va pouvoir durer dans le temps et être reloué beaucoup plus longtemps, mais aussi un nombre de fois supérieur, tout en étant aussi adaptable avec le temps, puisque les beurres, parfois, on a besoin de nouvelles options, etc. Donc, si la conception est bien faite au départ, on pense à une conception modulaire, où on peut venir changer uniquement certaines briques d'un produit et pas l'ensemble de ce produit. Et donc, ça nécessite donc des investissements peut-être parfois un peu plus importants au départ pour l'industriel, mais une marge dans le temps long qui est supérieure. Donc, ça crée, comme vous pouvez peut-être le comprendre, un besoin de trésorerie, un BFR. Et ce BFR, aujourd'hui, dans l'état actuel de notre cadre comptable, financier, bancaire et assurantiel et réglementaire, malheureusement, on a très peu de financiers qui sont prêts à jouer le jeu. Et donc, pour faire ça, on est en train de travailler sur une évolution du plan comptable général pour créer des nouvelles catégories, notamment celui de la matière première pérenne, puisque finalement, un produit, il est constitué de plusieurs matières. Et il y a certaines matières qui, aujourd'hui, comptablement, au bout de quelques années, n'ont plus de valeur, alors que dans les faits, si on prend notamment certaines matières comme le cuivre ou autre, sur le marché, ont finalement une matière une valeur qui croît. Mais cette valeur-là, elle n'est pas comptabilisée. Et donc, on est en train de faire évoluer les différentes structures et méthodos de comptabilisation pour pouvoir réellement valoriser cette valeur comptablement, ce qui permettra donc aux industriels de posséder un parc de produits et même, si on va dans le détail, un parc de matière, un actif de matière qui, lorsqu'il ira voir ses financeurs, les banques, en disant j'ai un décalage de trésor parce que j'ai décidé de faire de l'EFC, etc. Et bien finalement, la banque, elle ne va pas financer un produit, elle va financer cet actif
matériel qui prend de la valeur au fur et à mesure. Et donc, tout le monde est gagnant puisqu'on sait très bien que le cuivre ou autre, leur cours ne va pas changer du jour au lendemain et en tout cas a très peu de chances de décroître puisqu'on est dans un phénomène de rareté et que ces matières mettent des millions d'années avant de se régénérer éventuellement quand c'est parfois le cas. Pas toujours. Donc, on travaille sur ces évolutions-là. On parle aussi d'amortissement décomposé. On parle d'actifs durables. On a encore d'autres petites productions intellectuelles qu'on va vous proposer à tous. Et il y a déjà un certain nombre de publications qui ont été réalisées. Vous pouvez venir nous voir pour en avoir connaissance. Et l'idée, c'est vraiment de faire évoluer. Donc, on est vraiment dans le dur, j'ai envie de dire, de notre économie. Parce qu'encore une fois, c'est une opportunité financière qui réconcilie finalement industrie, agriculture, puisque là aujourd'hui on parle beaucoup industrie, mais le monde agricole a exactement les mêmes enjeux. Industrie, agriculture, finance et numérique au service de la transition écologique et sociale. Donc on n'est plus du tout dans l'opposition, on est vraiment dans la réconciliation et des outils existent ou sont en train d'être finalisés, d'être intellectualisés et avec lesquels on a aujourd'hui des discussions très fortes avec toutes les organisations institutionnelles nécessaires et qui, en fait, y voient tout à fait notre intérêt puisque nous, au niveau de la France, on a des dépendances avérées sur nos énergies, nos matières premières qui nous sont nécessaires dans le quotidien. Donc, c'est pour ça que ceux qui veulent changer, les solutions existent. 2, le cadre est en train d'évoluer. Donc 3, si tu le fais pas, t'es mort demain. Alors pour compléter là, cette partie-là, alors, pourquoi au service de la vie? C'est que ce qui pollue aujourd'hui, on le sait, c'est la production. Et parce que c'est au moment de la production que les externalités négatives sont générées. Et il n'y a pas de production neutre ou de production complètement propre, ça n'existe pas. Même quand on fait des produits super bien éco-conçus, etc. Donc ce qu'il faut, c'est moins produire et utiliser plus. Et quand on regarde les ratios d'utilisation de tout et n'importe quoi aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez regardé, assisté au Live Magazine de version 2025 et 2023. Il y a une jeune photographe hollandaise là, qui s'était amusée à photographier tous ces objets à la maison. Et elle avait catégorisé ça en 3 tas. Hein. Le tas des objets qu'elle utilisait tous les jours, de temps en temps et jamais. Et Pareto est passé par là. Chez nous, il y a 12 000 objets environ. Il y a 80% des objets qu'on utilise jamais et qu'on n'utilisera plus jamais. Ça peut être n'importe quoi, des vêtements, de la vaisselle, des livres qu'on ne relira pas, etc. Et tout ça, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie grise souvent, et ça pollue beaucoup. Donc ce qu'il faut, c'est bien sûr qu'on en fabrique moins et qu'on utilise plus. C'est comme ça qu'on remettra une économie au service de la vie, parce que ce qui détruit la vie, c'est notre frénésie de production. Et ce qui est extraordinaire, au-delà de ça, c'est que finalement, les entreprises qui sont toujours dans une approche volumique, une approche je produis toujours plus pour faire mon chiffre d'affaires. Donc il y a aujourd'hui, regardez le nombre de voitures qu'il y a, le nombre de vêtements, le nombre de... j'étais effaré, j'étais à Marseille il y a un an pour Biomini Expo. Si vous regardez les bateaux de croisière qui sont entreposés dans les ports de plaisance, c'est complètement dingue. C'est des centaines, des milliers de bateaux. Et j'ai été posé les questions à la capitainerie, mais grosso modo, ces bateaux, ils sortent combien de fois par an? C'est moins de 1 jour par an et par bateau, hein, en moyenne. Je ne sais pas si vous voyez. Donc 365 jours. Et tous ces bateaux, ils se ressemblent, mais c'est grave. On se dit, mais quelle place perdue, quelle matière première perdue. Il faut arrêter cet ego, je veux être propriétaire de mon slip parce qu'il est qu'à moi, quoi. Donc il faut le partager maintenant. Hein. On peut le laver, bien sûr, mais il faut le partager. Tu as peut-être trouvé le seul truc qu'on n'a pas forcément envie de partager. Ça dépend, pas avec tout le monde. Hein, pas avec tout le monde. Donc, l'idée, c'est comment on rend désirable ça. Et donc, je redonne la parole à Anna, qui est une spécialiste de tout ça. Tout ça, c'est du bon sens, Anna. Comment on va démocratiser le bon sens? Dis-nous, s'il te plaît. Voilà. Alors, on a vraiment beaucoup de gens ici qui peuvent le faire. Donc, mettons-nous tous ensemble. On va pas partager nos slips. Hein. Je le dis tout de suite. Pour s'en souvenir. Vraiment, merci parce que juste par rapport à... Je me fais un flashback de moi, il y a 15 ans, qui commence l'économie circulaire avec ma première boîte. On faisait de la location, on faisait comme Morgane, mais pour les vêtements, pour enfants et femmes enceintes, il y a 15 ans. T'étais pas loin. Non, mais on faisait exactement pareil. Et je me sentais, seule. Mais seule. J'étais d'ailleurs souvent toute seule sur scène. Et par contre,
comment on y va? On y va comme on fait maintenant. On se met tous ensemble. J'aime beaucoup ce que tu dis, Morgane, parce que c'est exactement comme ça que ça se passe. Et on a nous-mêmes un sujet ensemble qu'on va essayer de réparer, et de trouver pour que justement les choses avancent tous ensemble. 1 + 1 = 3, on est bien d'accord? On se met ensemble et on prend notre patience en main, et je pense que le sujet de lâcher prise sur le contrôle, je sais, mais c'est vraiment ce thème m'inspire, hein, vraiment merci pour ça. Lâcher prise sur le contrôle, de vouloir toujours tout contrôler. Aidons-nous à y aller, et vraiment, je vais pas me répéter parce que la technique existe, les logisticiens existent, le marketing existe, il y a des experts, mais plein ce salon sur absolument tous les sujets. Et je disais ça à un collaborateur tout à l'heure, si nous tous on remplaçait le MEDEF, c'est gagné. Ouais. Je veux juste compléter. Pour moi, ce qui est important pour apporter une vision un peu concrète, c'est justement d'être dans le concret. Et personnellement, moi, je m'attache à toujours d'abord aller sur le terrain, quitte à vraiment, pendant des semaines, voire des mois, voire des années, vivre le terrain avant d'être dans la strate. Il se trouve que j'ai la chance, puisque j'essaye de vraiment voir ça comme une chance, d'avoir une famille qui était des quartiers très populaires, de pas avoir du tout eu les moyens que d'autres ont, et de ne pas être parisienne. Et finalement, moi, j'ai pas eu le choix d'être sur le terrain au départ. C'était une question de fin de mois. Et finalement, quand maintenant j'ai la chance quand même d'avoir pu faire des études parce que je les ai payées à la force de mes petits bras, et donc j'ai évolué dans des écosystèmes d'où je ne venais absolument pas, eh bien, mon approche terrain, je vois quand même qu'elle fait la différence dans certains écosystèmes, et surtout dans la réalité opérationnelle et économique que des solutions que je peux proposer ou co-construire. Et donc ça, je pense que c'est important, puisqu'on est ici pour phosphorer, mais aussi pour passer à l'action, de se mettre dans les chaussures ou dans les bottes de celui ou celle que vous avez en face, pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, avant de vouloir aller réinventer leur quotidien. Merci. Morgane, juste avant de passer la parole à la salle pour une ou deux questions, what next chez Libenlou? Et toi, tu es entrepreneuse, tu vis dans le concret. Comment on pourrait aider Libenlou? Et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça se développe? Parce que ça, c'est du bon cholestérol. Il faut que ça se développe, quoi, hein. Donc, comment on peut aller encore un peu plus loin? Tes recommandations là-dessus? Moi, je pense, quand on parle de coopération, je pense qu'il faut parler de transparence aussi. C'est-à-dire que chacun soit en compétence de partager ses enjeux. Quels sont nos enjeux? Quels sont vos enjeux? Et où est-ce qu'on peut se retrouver? Ça, c'est sûr que c'est des choses qu'il faut que... Je sais qu'on est dans un secteur business. On me dit souvent, oh là là, faut faire attention de pas trop parler, pas trop en dire. Des fois, oui, mais des fois, non. En fait, il faut dire les choses et se les dire. Et oui, peut-être que des fois, on en dit beaucoup. Mais c'est en disant aussi qu'on se rend compte qu'il y a des solutions à trouver. Donc ça, c'est vraiment un point important. Comment accélérer? C'est une bonne question. Il y a quand même sur nos sujets et sur la désirabilité, j'ai malheureusement fait un truc que je fais quasiment jamais. Ce matin, j'ai été sur TikTok. En me disant, tiens, c'est quoi les trends actuellement sur TikTok? Et j'ai vu la vente de produits, il y a Jouga en face, sur le secteur du jouet à 3 € en vente dropshipping. Et je me suis dit, on est là tous ensemble quand même dans un univers de gens qui s'auto-congratulent un petit peu parce qu'on est tous convaincus du sujet. Mais pour le rendre désirable, pour que le service, pour que tout ça passe à l'échelle, il faut aussi d'un moyen ou un autre que la concurrence déloyale de ces modèles économiques qui ne tiennent pas sur le long terme soit un petit peu régulée. Et je pense que ça sera, c'est un pari qui est nécessaire parce que nous, ce que l'on fait, il y a des coûts de production, il y a des coûts de recherche et développement, il y a quand même beaucoup de choses, mais qui recréent de la valeur, donc qui financent les écoles, qui financent l'hôpital, etc. Et sous couvert de
pouvoir d'achat, en fait, on est plutôt dans une économie de la mort, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et je pense qu'on a tous des bonnes volontés, on va tous coopérer, et je crois qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont pas du genre à lâcher l'affaire, et on lâchera pas l'affaire. Néanmoins, un bon coup de main, des soutiens financiers, ou même si on rentre pas dans les cases, nous donner des coups de main, c'est chouette, parce que la problématique... Non, mais puis la problématique des soutiens financiers, c'est que quand on fait de l'innovation, on rentre jamais dans les cases. Bah non, ils sont faits sur les cas d'usage d'il y a... Voilà, donc nous, on passe son temps à se dire, ah bah ouais, mais non, en fait, c'était pas conçu comme ça. La REP, ben voilà, je sais, il y a Patrick qui est là. La REP, bah non, pas possible parce qu'il n'y a pas de changement d'eux. L'ADEME, ah ouais, mais nous, on finance de l'accompagnement. Donc, toutes ces structures sont super et il faut... J'adore l'ADEME. Hein. Non, mais, On adore l'ADEME. on adore l'ADEME, on l'ADEME. adore les REP, enfin tout ça, c'est des grosses avancées. Mais il faut aussi savoir que de temps en temps, il faut réussir à pouvoir sortir un peu des cases pour avoir des soutiens, parce que sinon, on fait beaucoup de POC et peu de passage à l'échelle. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. C'était concret quand même, hein? Oui? Bon, voilà. Dites-nous oui quand même, hein, ça nous rassurera. On n'était pas dans le blabla. Vous avez la parole, parce qu'on va se faire gronder par l'organisation si on ne donne pas la parole à la salle. Donc on est bien élevé. Donc monsieur, oui, vous avez une question? Juste, on se donne 5 minutes pour les questions-réponses, je précise. Je vais poser une question pendant 5 minutes. Vous avez parlé de l'évolution des usages du jouet. On a tous en mémoire chez nous une boîte de 1000 bornes ou de Monopoly rescotchée 10 000 fois. Est-ce que suite à cette évolution, les fabricants font évoluer le produit pour un usage qui est plus durable? C'est une excellente question. Alors, c'était pas une conférence sur Libellou, donc je n'ai pas détaillé, mais aujourd'hui, notre collaboration avec les fabricants de jouets, elle est exactement sur ces sujets-là. Ils restent propriétaires des jeux, et donc on travaille ensemble. En fait, on prend tous les produits qu'ils nous donnent, et on leur dit, bah celui-là, bah ouais, on le veut bien, mais votre rentabilité, elle sera pas du tout au rendez-vous. Et après, on travaille avec eux. Ah ben, voyez, celui-là, bah non, il est pas rentable. Ah bah non, il est pas rentable. Par contre, celui-là, il l'est. Ah, mais pourquoi? Bah, parce que pas multimatière, plus robuste. Et on a nos premiers fabricants partenaires. On peut les citer parce qu'ils sont très engagés. Ce sont Jura Toys avec les marques. C'est un groupe de MAPED. Donc, c'est Jeannot, Lilliputien et Calou, qui ont déjà, dans leur cahier des charges, fait évoluer certains éléments pour pouvoir répondre à ces modèles. Et la coopération, elle va aussi là-dessus. C'est qu'au départ, on est rentré par la RSE. Après, on a eu le marketing, on a eu la direction générale et maintenant, c'est le DAF. Et le DAF, il nous dit, bah, moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse x3. Bah, moi, je leur dis, bah, emmenez-moi x3 de clients. Et donc, voilà, nos enjeux travaillent ensemble. Et à terme, évidemment que le Monopoly pourra tenir. Très rapidement, on avait un exemple pendant le Covid avec Decathlon, qui est une petite PME du Nord, qui, pendant le Covid, donc on faisait de la location pendant 5 ans sur l'équipement de camping avec Decathlon. Ça prenait 10 000 mètres carrés, c'était énorme, c'était génial. Et Covid, plus personne part en camping. Et heureusement, on a eu les premières nouvelles tentes 2 secondes de Decathlon. Pendant l'été, les gens ont testé pendant 2 mois. 2 mois après, ils ont découvert qu'il y avait une petite araignée, bref, que c'était une pièce en plastique qui se fendillait. Et tout de suite, ils ont renvoyé à la R&D. Donc, on a eu les 400 premières tentes V2 de la tente 2 secondes. En 2 mois, ils ont vérifié que cette pièce en plastique ne tenait pas et ils l'ont remplacée par un nouveau matériau. Et ensuite, ils ont pu distribuer à l'ensemble du monde quand même, ces Décathlon. Et donc, vraiment, ils nous ont dit, c'est fou parce que sinon, on aurait mis au moins 1 an, voire 2 ans à nous rendre compte que cette pièce était fragile. Donc là, ils ont gagné un temps de dingue avec le système d'économie de fonctionnalité. Voilà. Je vais faire un petit apport, mais qui est exactement la même chose, mais qui vient pas de la partie réemploi, mais plus du consommateur. On a un de nos partenaires qui nous avait mis à disposition des jouets. Et en fait, nous, les commentaires des clients, puisqu'en fait, à chaque fois que le jouet revient, il y a un commentaire, c'est « Ah, bah, il est super dans le bain ». Et en fait, c'était pas du tout des jouets de bain. Et ils ont changé la catégorie de produits. Et maintenant, ils le vendent en jouets de bain et ça marche vachement mieux. Formidable. Et pour compléter, il y a par exemple sur l'électroménager, il y a une solution qui s'appelle Un Nouveau Cycle qui fait de la maintenance préventive. Et eux, en fait, ils proposent aux fabricants d'électroménagers de louer leurs machines dans les immeubles, notamment aujourd'hui sociaux, et de former soit l'utilisateur final, soit des animateurs pour aller éduquer les consommateurs à entretenir et bien utiliser
cet électroménager et derrière un nouveau cycle finalement donc fait de la maintenance préventive pour les fabricants d'électroménagers et remonte ces retours-là aux fabricants qui ont tout intérêt à les intégrer pour, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, faire que leurs produits soient plus durables. Une dernière question. Vous avez tenu 5 minutes, hein, donc Ouais. finalement, Dernière question. y relevé. Comme ça, il y en aurait au moins 2 questions. On a vu une là-bas, oui. Où ça? Pardon, je vois pas. On avait cru voir. Ah, là-bas. Marie. Parce que ça, on n'est pas trop nombreux, on connaît tous les spectateurs dans la salle. Leur date de naissance et... Merci beaucoup pour la présentation. C'est peut-être une question plutôt pour Éléonore Blondeau sur la souveraineté française. Est-ce que c'est une des clés de la souveraineté? C'est un enjeu dont on parle beaucoup, française et européenne du coup. Désolée, c'est un peu vaste comme question pour si peu de temps. Non, est-ce que c'est une question qui est partagée, tu veux dire? Oui. En fait, on a la chance d'avoir plein de crises. Crise sanitaire, crise géopolitique, crise énergétique, crise de ressources. Donc évidemment, on s'en passerait bien. Mais pour nous qui sommes là dans ce salon, malheureusement, ce sont des opportunités. Et le contexte national, international dans lequel on vit aujourd'hui, et surtout en fait, depuis, je pense que le déclencheur a été la crise Covid, elle a vraiment permis de mettre... En fait, pendant le Covid, il y a vraiment eu des ruptures d'approvisionnement. Et nous, les gens du nord du monde, on pensait jamais vivre de rupture d'approvisionnement. On pensait, ça y est, que c'était l'ère et de l'abondance, etc. Et il y a réellement eu une prise de conscience, peu importe le parti dans lequel on se trouve. Mais maintenant, la façon de répondre à ce problème, parfois, on n'est pas tous d'accord sur la solution, ou, et ça c'est ce qui m'amuse le plus, on n'est pas d'accord sur la sémantique. Quand on est à droite, on va dire étude de marché, quand on est à gauche, on va dire étude du territoire. Quand on est à droite, on va dire PESTEL, quand on est à gauche, on va dire diagnostic de l'environnement. En fait, je constate quand même que on n'est pas tout le temps tout à fait d'accord sur les solutions opérationnelles, mais quand même majoritairement. Par contre, on va utiliser un wording tout à fait différent. Et pour ma petite culture personnelle, comme je vous l'ai dit, moi, je ne viens pas de Paris ni de cet univers des grandes institutions, etc. Mais j'ai créé une première boîte. Et suite à cette boîte-là, malheureusement, l'histoire s'est pas finie comme prévu. Et j'avais envie que personne ne vive ce que j'avais vécu. Donc, je me suis retrouvée, grâce au Covid aussi d'ailleurs, à créer une association qui a contribué à créer un écosystème national favorable à l'innovation, à l'amorçage industriel et à l'industrie circulaire. Mais les premiers mois de cette activité, j'utilisais un vocabulaire très écologique. Le gouvernement étant ce qu'il est depuis 2017, je me suis rendu compte que j'allais pas aller loin avec ces termes, cette terminologie. Et donc j'ai écouté les terminologies qui étaient dans les couloirs. On était en 2021, donc 1 an après le Covid. Et j'ai découvert le mot souveraineté, j'ai découvert le mot sécurité des approvisionnements, indépendance, etc. Et je suis allée voir ce que voulaient dire ces mots-là. Et je me suis rendu compte qu'avec ces mots-là, on atteignait les mêmes objectifs que ceux que j'avais. Et donc, moi, honnêtement, je parle plus d'écologie, globalement, à part quand je suis avec mes petits copains très engagés. Mais au-delà de juste la petite prouesse sémantique, c'est factuel, en fait. Quand on fait de l'économie circulaire, qu'on respecte bien la pyramide des R, etc., et qu'on ne met pas le recyclage en premier lieu, on réaugmente notre souveraineté et on sécurise nos approvisionnements et on réduit nos dépendances. Et à la fin, on fait plus de chiffre d'affaires. Donc, cette prise de conscience, elle est nationale, elle est européenne, et je pense que, notamment avec ce salon-là particulièrement, on a aussi une influence internationale. L'Amérique du Nord nous regarde de très près. L'Asie suit aussi ce qui se passe. On a la chance aussi d'avoir un écosystème qui produit beaucoup de production et qui partage beaucoup. Alors, moi, ma petite peur, c'est que souvent, on a des bonnes idées en Europe, mais derrière, on se les fait appliquer par ceux qui les industrialisent ailleurs. Et donc, le challenge, et c'est pour ça que j'œuvre aussi beaucoup sur la nécessité de financer toutes les étapes
de l'amorçage industriel. On sait très bien financer la R&D, le prototypage. On sait très bien financer le scale-up, mais on oublie toujours de financer la pré-industrialisation. Sauf que on ne court pas avant de savoir marcher. Et donc, c'est vraiment très important de financer en fonds propres cette phase de pré-industrialisation et aussi de faire évoluer le cadre comptable pour apporter des nouveaux financements sur ce sujet. En tout cas, ce n'est pas juste une passion d'écolo, c'est que réellement, passer à l'économie circulaire, ça renforce la souveraineté et que ceux qui ne l'ont pas encore compris devraient s'y pencher sérieusement pour des raisons purement stratégiques. Bon, bah écoutez, on est à l'heure presque. Hein. Ouais, ça Voilà. va. Bravo, merci à toutes les trois.